Mon nom est donc Stéphanie, je suis vraiment une passionnée de l'humain, des organisations, puis aussi des sagesses du monde. Puis aujourd'hui, je vais vous partager le fruit de presque 40 ans d'observation, de tests et d'apprentissage. Donc 40 ans, je vous rassure, c'est pas que j'ai une bonne crème de soin de jour, mais c'est plus parce que je viens d'une famille d'immigrants entrepreneurs italiens. Mon grand-père avec ma grand-mère ont monté une entreprise, mes parents aussi ont un cabinet d'expertise comptable. Et je peux vous assurer que les repas de famille sentaient bon la tomate, l'huile d'olive, la mozzarella, mais surtout le sujet de prédilection à table, c'était bien évidemment l'organisation. Donc, qu'est-ce qui tournait autour de la business, les nouveaux produits qu'on voulait sortir, les enjeux de personnel. Donc, je suis vraiment tombée dans la marmite pas mal jeune. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai grandi dans ce domaine corporatif que j'affectionne particulièrement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'était quoi mon intention? C'est pas d'adopter une posture d'échec, une posture d'experte, excusez-moi, mais plus de partager le fruit de mes explorations des dernières années, le fruit de mes recherches, les fruits de mes interrogations. Puis mon souhait, c'est vraiment de vous offrir un voyage à travers toutes ces expérimentations-là et ces questionnements. Et le webinaire a été pensé comme un espace de ralentissement pour vous amener à réfléchir, tu sais, individuellement, dans le collectif, puis à vous questionner donc sur votre relation organisationnelle, votre réalité organisationnelle, puis aussi des pistes pour nourrir un peu plus d'authenticité et de lien avec vous-même, puis aussi dans vos organisations. Donc, en fait, mon souhait pour cette rencontre aujourd'hui, puis pour les personnes en réécoute, c'est vraiment que vous vous fassiez le cadeau du temps. Pour une petite heure, vous laissez l'espace de pouvoir expérimenter, vous questionner, prendre des notes, laisser de côté tous les tracas, les courriels, les sollicitations, les distractions pour profiter pleinement de ce que vous allez vivre aujourd'hui. Donc voilà, mon souhait aussi, c'est qu'à l'issue de ce webinaire-là, c'est que vous puissiez identifier des pistes d'action concrètes de ce que vous voulez mettre en place. Donc je vous invite d'avoir un petit carnet avec vous, de pouvoir prendre des notes, puis de réfléchir à qu'est-ce que ça génère chez vous, les discussions qu'on pourra avoir, et aussi quelle prise de conscience et quelles actions vous voulez mettre en place. Et ce webinaire est participatif, donc vous allez voir, on va vous poser des questions, on va vous amener dans les réflexions. Donc, je vous invite vraiment à être tout à fait présent pendant toute la rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va parler de mon terrain d'expérimentation préféré, qui est l'organisation. Donc, il y a trois principaux objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui. On va regarder les innovations managériales. Donc, on voit que quand on parle d'innovation, on a tendance à parler beaucoup d'innovation de produits, d'innovation technologique, mais on va regarder c'est quoi une innovation managériale et surtout pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être innovant et créatif dans notre manière de gérer. On va parler également des freins à l'authenticité parce qu'en fait, aucune innovation n'est possible sans dialogue, sans courage d'oser de parler. Donc, on va également parler des conditions pour pouvoir avoir des conversations courageuses au sein de nos organisations. Donc, c'est parti. Avant de débuter, je vous ai partagé que je voyais ce webinaire-là comme un voyage. Ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous emmène en voyage avec moi. Cet été, j'ai eu la chance de réaliser un grand rêve, d'aller avec ma petite famille au Japon et toucher du doigt toute la complexité et les particularités de la culture japonaise. Je vous ai dit que j'étais très intéressée par les sagesses du monde et donc c'est ce que j'ai été faire. On a visité pas mal de temples. Et à Tokyo, j'ai eu la chance de visiter une superbe exposition d'un artiste japonais, un architecte qui s'appelle Su Fujimoto. Au Mori Art Museum, ils avaient exposé vraiment des centaines de maquettes de ces créations des dernières années. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que dans la dernière salle, ils avaient proposé à cet architecte de parler des villes du futur. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle d'intelligence artificielle, de technologie, de robotique. Mais c'est pas du tout ce genre de vision qu'il nous a proposé. Il nous a amené à revenir à l'origine de ce qu'était une ville. Et c'était un lieu de rencontre, un lieu de résonance humaine, un lieu où les individus pouvaient se connecter les uns aux autres.
Et ça a fait particulièrement écho parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve également dans les innovations managériales, retrouver beaucoup plus de résonance, beaucoup plus de liens, mettre, oui, la place de la technologie, mais pas au détriment de l'humain. Et c'est ce qu'on voyait dans cette exposition-là. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez eu la chance, ou en tout cas l'occasion d'entendre les dernières déclarations de David Suzuki. Il parlait d'un point de vue cet été, il disait qu'il était trop tard pour sauver le monde tel qu'il était et qu'on devait se préparer à un autre monde. Et que le geste le plus important, bah, c'était de cogner aux portes de nos voisins, de connaître et de bâtir des réseaux d'entraide. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir que ça soit dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'architecture et même dans le domaine managérial, ce besoin de revenir reconnecter l'humain et faire des liens, de briser une certaine forme de solitude qu'on peut avoir dans nos villes et qu'on peut parfois sortir dans certaines organisations. Et c'est ce qu'on va discuter ensemble. Comment on refait ça pour refaire du lien entre nous et refaire du lien dans nous-mêmes. Pourquoi je vous parle des modèles de gestion aujourd'hui? En fait, c'est une passion que j'ai et un intérêt que j'ai depuis de nombreuses années. Et je vous emmène dans cette capsule spatio-temporelle. C'est un intérêt qui s'est construit au fil de rencontres marquantes, de connexions avec des leaders très inspirants qui ont été sur mon passage, parfois dans mon organisation, parfois ailleurs, de lecture puis d'expériences concrètes. Vous voyez à l'écran Tony Ish. Tony Ish, en fait, c'était le fondateur de Zappos et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2014 lors du C2 Montréal, qui est une grande convention d'innovation. Et Tony Ish, sur la scène, parle de collision. Donc, il explique que dans son organisation, il a créé des espaces où est-ce que des personnes se rencontraient. Donc, des employés se rencontraient, parfois sans un objectif particulier de monter des projets, mais qu'il s'était rendu compte que dans ces espaces de rencontre-là, ben, se créaient des collisions, donc des personnes de, de, de domaines différents et que naissaient des idées d'innovation qui pouvaient implanter dans l'organisation. Et ça m'a vraiment interpellée parce que je pense que c'était la première fois que semer cette graine-là, que dans nos espaces, ben, il y avait dans cet espace organisationnel où est-ce qu'on parle de productivité, ben, parfois on parle de rencontres autour de la machine à café, mais il y a des grandes idées qui naissent autour des machines à café. Donc je trouvais que ça rendait concret ce volet-là de collision et d'innovation. En 2015, une autre personne qui m'a beaucoup interpellée, c'est Frédéric Laloux, qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Je vous ai mis à l'écran sa version illustrée qui est apparue un peu plus tard et qui a été extrêmement magique en fait parce que il ouvrait la porte à tout un monde des possibles, d'équipes autodirigées, comment on remet plus de sens, comment on implique davantage les employés dans les décisions. Et ça a coïncidé avec ma première année de gestion, première vraie expérience de gestion. Et je peux vous dire que cette première année d'expérience-là, ça a été tout un choc. Parce que d'un côté, j'étais extrêmement nourrie par Tony Nich, par Frédéric Laloux, par des leaders qui m'inspiraient, où est-ce que là, on avait beaucoup le volet hiérarchique était plus plat, parce qu'on impliquait davantage les employés dans les décisions, parce qu'on avait vraiment une synergie entre les personnes. Puis, par les croyances qui m'habitaient. Qu'est-ce qu'on attend de moi comme gestionnaire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment je peux rendre des comptes sur une performance si je m'implique pas dans les dossiers? Donc, il y a eu quelques années où est-ce que là, je sentis que les bottines ne suffisaient pas vraiment les babines. Donc, d'un côté, il y avait vraiment un choc entre mes croyances, mes aspirations, j'ai envie de dire, et ce que je m'autorisais. Et j'ai envie de dire m'autoriser parce que c'est pas mon organisation qui m'empêchait, mais c'est moi qui ne m'autorisais pas à pouvoir tester. Donc, vers 2019, là, j'ai commencé à tester secrètement. Donc, je vous fais une confidence, j'ai commencé à mettre des choses que j'avais vues dans certains ouvrages, des inspirations, des innovations managériales que je voyais dans d'autres pays. Et je me suis mis à expérimenter ça, mais sans en parler à personne. Donc, c'était un peu mon secret le mieux gardé. Et je me suis rendu compte que ben oui, la transformation se faisait, mais c'était un petit peu moi toute seule, donc je devais beaucoup convaincre. Le sens n'était pas forcément là tout le temps. Donc
après quelques mois d'expérimentation, j'ai décidé de vraiment avoir une approche beaucoup plus assumée, aller vers de la co-création, de l'authenticité, du courage relationnel, du courage managérial aussi. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Ben, parce qu'en fait, le grand message, c'est que des fois, on emprunte des chemins différents, puis c'est pas obligé d'être de manière radicale, c'est pas obligé de se faire en utilisant une méthodologie qu'on retrouve dans un livre ou qu'ils nous ont partagé. L'important à travers ça, ben, c'est vraiment de pouvoir travailler une recette qui nous correspond, qui vienne en fait de notre cœur, de ce qui nous habite. Et un autre enseignement, c'est que cette transformation, oui, elle doit venir individuelle, mais elle doit aussi passer par le collectif. Donc, c'est comment, à la fois comme individu, on amène cette innovation et comment on arrive à fédérer le collectif autour de ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, mon principal frein, ça a été de m'empêcher d'oser. D'oser tester des manières différentes, d'oser remettre en question certains réflexes, d'oser être moi-même dans mon organisation. Puis ça a été un travail qui a pris du temps en fait pour assumer pleinement ce que j'avais le goût de faire. Puis je vous amènerai donc je vous ai partagé qu'on allait ensemble discuter et échanger. Donc j'aimerais ça que vous preniez un temps. Je vais lancer le Book Lab. Vous pouvez utiliser le petit lien qui est le code QR, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot, et je vais vous inviter à venir identifier qu'est-ce que vous aimeriez oser davantage. Donc, je vais vous laisser voter sur qu'est-ce que vous aimeriez oser davantage maintenant que je vous ai partagé tout ça. Oser les confrontations. Merci. Oser dire quand ça va pas, effectivement, prendre des risques, la prise de risque, les conversations, agir, l'affirmation de soi, ralentir. Effectivement, pour innover, il faut prendre un petit temps de pause et ralentir doucement, me présenter comme je suis, ça veut dire assumer clairement ce qui est en nous, s'écouter, se reconnaître, se faire confiance. Je vous laisse continuer à voter. Nommer les limites, effectivement. Euh, des fois, on a des peurs qui nous empêchent pleinement en fait d'assumer. Ou est-ce que là, on a été beaucoup plus loin. Donc, c'est aussi reconnaître ses peurs. Respecter qui je suis avec mes couleurs, effectivement, notre créativité, notre innovation. J'ai vu passer rapidement, moins me sentir concernée par le regard des autres. Et ça, en organisation, ben, c'est un peu ce qui arrive, hein, les non-dits, les on-dits, tout ce qui est dans l'invisible et qui fait que on peut parfois se retrouver dans des espaces où est-ce que on n'assume pas pleinement qui on est. Cesser de vouloir plaire, qui vient aussi avec cet élément-là. Donc, merci de me partager votre intimité dans ce qui a osé avec ce que je vois. Il y a beaucoup de courage pour assumer, pour assumer. Ça me touche en fait que vous osiez aller dans cette direction-là et c'est un pas magnifique vers la suite. Je vous invite à garder cette trace de ce que vous osez oser parce que vous allez voir que dans le reste de la présentation, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'oser. Donc, on va continuer tranquillement à travers, fort de cet enracinement sur ce que c'est oser. Je vous ai mis à l'écran les innovations managériales. Euh, les innovations, en fait, c'est souvent quand on pense innovation, on pense technologie, on pense développement de produits, mais il existe d'autres formes d'innovation dans les organisations. Des innovations qui parfois elles sont moins visibles, plus humaines et tout aussi stratégiques. Donc, pour débuter, je vais vous illustrer chacun de ces innovations. Je vais prendre un exemple. J'ai pris l'exemple de l'entreprise Decathlon qui est un distributeur qui distribue des produits innovants
Et Decathlon, lui, ce qu'il veut, c'est démocratiser l'accès au sport. Et c'est une entreprise qui est extrêmement innovante sur toutes les quatre sphères d'innovation. Donc, Decathlon, dans l'innovation de procédés ici, ben, c'est comment on fait des procédés qui sont différents. Donc, par exemple, Decathlon, eux, ont automatisé leur entrepôt. Dans l'innovation produit, voilà, c'est qu'est-ce qu'on imagine comme terme de produit, ça peut être des nouvelles fonctionnalités. Donc, eux, ils ont décidé de produire tous des produits éco-conçus, par exemple, comme des chaussures de randonnée qui sont recyclables. Donc, ça, c'est chouette aussi. Ça a comme une vocation qui est très liée à la mission de Decathlon et ça va se matérialiser évidemment dans des innovations produits. Les innovations de produits, les innovations de services, ben, on le fait des fois à travers une voix qui s'élève au niveau des employés, puis des fois, ben, on va le faire à travers nos partenaires ou même à travers l'interne et les employés. Il y a aussi des innovations stratégiques, dont Decathlon, dans les innovations stratégiques, ils ont mis en place des modèles circulaires. Donc, avec un service de location, de réparation et de revente du matériel sportif, qui fait que là aussi, ils viennent nourrir leur mission d'entreprise. Et finalement, dans les innovations managériales, ils ont mis en place une gestion participative. Donc, chaque magasin fonctionne comme une mini-entreprise avec une grande autonomie des équipes, une grande autonomie dans les décisions, dans les prises de décision qui sont vraiment collectives et une transparence dans les résultats. Donc ça, c'est un peu les quatre types d'innovation. Quand on parle d'innovation managériale, c'est un concept qui est quand même, j'ai envie de dire, qui date, parce que la première définition des innovations managériales, ça remonte dans les années 80. Donc, on est vraiment dans cette logique-là de mettre en place des nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes. Et donc, en fait, c'est comment on adopte des pratiques, comment on revoit nos processus, comment on revoit nos structures de management dans un objectif d'améliorer la performance organisationnelle et d'être lié à la raison d'être de notre organisation au même titre que les autres innovations. Pourquoi on veut mettre des nouveaux modèles d'organisation? Donc, vous allez le voir dans la planche suivante, je vais vous parler des types d'organisation et donner quelques exemples. Il est important pour les organisations de se réinventer parce que, veut pas, on est dans un monde VUCA, on entend parfois un monde VUCA. Dans le contexte des modèles traditionnels, on voit qu'il y a certaines limites, la volatilité, le fait que ça soit incertain, la complexité, l'ambiguïté, ça demande plus d'agilité, plus d'implication. Et on voit aussi que dans les organisations, les employés, les gestionnaires, on a vu une grande évolution des attentes. Donc, par exemple, l'hyperconnexion, qui fait qu'il y a un besoin de clarté. Jamais on a eu autant accès à de l'information aussi. Donc, c'est comment on arrive à faire le, 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 le tri en toutes ces informations, comment on arrive à connecter toutes ces informations entre nous. Il y a aussi une quête de santé et d'équilibre. En recherche d'un meilleur alignement. Je vous cache pas qu'il y a des études qui ont été faites dernièrement, notamment par l'Observatoire de la santé et mieux-être au travail, qui est basé ici au Québec, qui en juin 2025 nommait que la détresse psychologique touche 4 travailleurs sur 10, 4 travailleurs sur 10 en organisation. Puis 25% des travailleurs rapportent des symptômes d'épuisement professionnel. Donc, par l'hyperconnectivité, par tout aussi une quête de sens. Et ce constat, je ne vous cache pas, qui est encore plus élevé chez les cadres. Donc, il y a vraiment un retour à regarder comment on arrive à avoir un peu plus d'équilibre. Une quête de sens aussi avec l'intelligence artificielle. Pourquoi je le fais? Est-ce que je contribue à quelque chose d'utile? Si l'intelligence artificielle est capable de le faire, ben, à quoi je sers? Comment je vais me réinventer? Donc, toutes des réflexions sur le futur du travail et une incertitude aussi humaine. Puis, un besoin de développement personnel. On ne se cache pas que jamais il a été aussi facile d'accéder à des formations, de progresser, d'apprendre. Donc, ces attentes sont encore extrêmement présentes. Et c'est ce qui fait que ça vient nourrir comment on réinvente nos organisations. Je vous ai mis à l'écran une frise chronologique qui sort d'une étude sur les nouveaux modes de management. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe depuis les années 60. On expérimente avec des ramifications. On parle de l'école japonaise, de l'agilité. L'objectif, c'est pas de passer à travers tous ces modèles-là, mais plus de vous expliquer qu'en fait, le tronc commun entre toutes ces innovations managériales,
c'est vraiment de regarder comment on peut remettre l'humain au cœur de l'organisation, comment on peut un peu plus s'éloigner des structures hiérarchiques, d'une planification qui est beaucoup plus long terme, comment on amène beaucoup plus d'agilité et comment on amène une action collective. Donc, on le voit, ces entreprises existent partout dans le monde. Il y a une grande transformation dans les contextes, dans les cultures et dans les besoins spécifiques. Donc, on est dans cette logique-là de se transformer en continu. Ceci dit, maintenant qu'on s'est dit ça, il y a quand même des freins à l'innovation managériale. On pourrait se dire, mais pourquoi, avec toutes ces créativités depuis les années 60, parfois on sent qu'on est dans certaines organisations pris dans des cadres beaucoup plus rigides. Ben, je ne vous cache pas que ça reste difficile d'implanter des innovations managériales parce qu'il y a beaucoup de croyances collectives et croyances individuelles à venir dépasser. Donc, par exemple, la culture du contrôle, dans certaines organisations, on sait que dans la progression de carrière, ben, on passe d'employé à gestionnaire, on dirait qu'il y a juste un seul type, une voie royale, entre guillemets, de progression de carrière. Et ça amène de se dire, bah, s'il y a moins de niveau hiérarchique, s'il n'y a plus de niveau hiérarchique, ça veut dire quoi ma progression? Donc, il y a beaucoup de peur de perdre du pouvoir, la difficulté de faire confiance, si je délègue, si je mets pas d'indicateurs de performance, de lâcher prise. Donc, ça, c'est dans des structures où est-ce que justement les indicateurs de performance, parfois sont essentiels. C'est pas l'idée de les retirer, mais parfois on s'en va à outrance. Donc, quand les indicateurs de performance sont nourris par la peur, ben, on amène beaucoup plus de contrôle. Des fois, on a des croyances qui sont extrêmement ancrées dans la peur du changement. Je vous partage un deuxième ouvrage magnifique de Rémi Tremblay et Diane Bérard, Le réflexe du castor, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Il y a 19 phrases de manière très humoristique. Il parle de 19 phrases et humoristiques et profondes, j'ai envie de dire, pas uniquement, mais le volet du castor, c'est qui nous empêche d'avancer et de progresser. On l'a déjà fait comme ça, le oui mais, c'est partout comme ça, on a déjà tout fait. Donc, ça, c'est des croyances qui sont très ancrées. Donc, c'est revenir pourquoi ces croyances-là sont encore très présentes. Puis, la fameuse peur de l'échec, parce que innover, ça implique tester, expérimenter, puis parfois se tromper. Puis dans les environnements, parce que justement, l'erreur, parfois, elle est stigmatisée. Ça peut être un peu à défi. Donc, je vous invite vraiment à penser comment mettre des espaces sécurisants au sein même de vos organisations et même des espaces sécurisants pour vous permettre d'oser. Donc, j'aimerais ça vous inviter, quand vous pensez au mot échec, c'est quoi le mot qui vous apparaît? Donc, je vais lancer et je vais vous inviter juste à venir indiquer le mot échec, c'est quoi votre premier mot qui apparaît? Jugement. Je vais le mettre sous forme de nuage de mots. Apprentissage. Mhm. Effectivement, des fois, la déception. Enfin, on s'est fait tout un rêve sur comment le projet allait être merveilleux et que ça allait être facile. Puis on voit que malheureusement, des fois, on est un peu déçu. Des fois, on se déçoit soi-même. Des fois, on déçoit les autres. Grandir, donc aussi l'apprentissage. Des fois, un peu du découragement. On se sent coupable. La perte de crédibilité, effectivement, de se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi? Euh, une culpabilité. Des fois, l'incompétence, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'aurais pu aller chercher plus de formation? Euh, donc, on voit que ça commence. Il y a les sentiments de honte aussi, hein. Comment le sentiment de honte pour nous apparaître? Puis cette peur-là aussi, si j'échoue, quelle peur ça va générer chez moi? Se cacher dans sa coquille, merci. Des fois, on a envie de se cacher. On va en parler un petit peu plus loin de cette envie de se cacher là. Il y a aussi le mot apprentissage, donc on va justement regarder ça. Je me permets de vous partager une vidéo d'un joueur de la NBA qui, lors d'une entrevue, parle de sa défaite aux séries éliminatoires. Donc, je vous partage ça, puis on se retrouve dans 3 minutes. Do you view this season as a failure? Oh my God. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get the promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal,
right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide the house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success, you know. And if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it, you know. Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful. Some days you're not. Some days it's your turn. Some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. And this year, somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, you know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures? No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one. Merci. Quel magnifique recadrage juste sur ce qu'on vient de voir. Il y a énormément de choses à venir retirer justement sur la capacité d'oser, le recul aussi, tu sais, le fait que l'année dernière, il m'a posé la question, puis là, bah, oh là là, mon Dieu, j'y ai pensé. Pendant une année, il y a pensé à cette question-là sur l'échec, puis comment peut-être qu'il s'en est voulu de ne pas avoir répondu correctement la dernière fois, puis là, une nouvelle chance qui se présente. Donc, je vous invite vraiment on va vous partager le lien de la vidéo. Ayez ces discussions-là. Je vous invite à avoir ces discussions-là dans vos organisations sur c'est quoi l'échec, puis comment recadrer comment recadrer l'échec et comment amener justement une posture de l'apprenant. Donc j'ai entendu échec, c'est apprentissage. Et effectivement, parfois un échec. La différence entre un échec et un apprentissage, c'est d'avoir pris le recul, de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qu'on vient de vivre. Donc, pour innover, évidemment, il faut être en sécurité. La première chose que je vais vous inviter, c'est à identifier pourquoi. Donc, c'est quoi les irritants, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qui fonctionne plus. Et François Côté, qui est un psychologue, parle de vérités successives et de comprendre que parfois, dans la vie, on a une vérité et le monde évolue, puis ce qu'on croyait vrai avant n'est plus vrai aujourd'hui, et c'est encore plus vrai dans les organisations. Donc, ça nous demande de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut changer différemment et ça parle aussi de deuil. Quel deuil on veut faire? Peut-être que notre équipe est extraordinaire, puis là on voit que c'est pas qu'elle est plus extraordinaire, mais il faut progresser. Donc il y a des deuils aussi à faire. Par exemple, quand moi j'ai voulu mettre en place des équipes autodirigées, ça avait une volonté de me dire, mais moi j'ai envie de mettre en place des nouvelles pratiques, j'ai envie d'être alignée, je pense qu'on peut explorer un nouveau monde. Il y avait un grand niveau d'encadrement, c'était une nouvelle équipe à mettre en place. Donc moi je me disais, mais j'ai envie de profiter de cette mise en place de nouvelles équipes pour être davantage alignée et puis permettre aux gens d'expérimenter, à mon équipe d'expérimenter d'autres choses, d'autres modes de gestion. C'est impliquer les collaborateurs dès le départ. Donc, je vous ai dit, mettre en place des espaces de dialogue, pas de la confrontation, mais de discussion profonde, authentique, parler des émotions que chacun d'entre eux vive. Par exemple, quand moi j'ai parti en secret, une fois que j'ai nommé à l'équipe, j'ai envie d'aller dans cette direction, plusieurs m'ont dit, mais Steph, en fait, ça change rien, tu étais déjà dans cette direction-là. Donc, des fois, impliquer, ça amène aussi de venir expliquer le sens et avoir encore plus d'enracinement. Puis ça permet de co-construire, d'adapter les formules. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de modèles que d'organisations. L'important, c'est d'avoir un fil conducteur avec la culture. Vous savez où est-ce que se placent les limites de votre organisation. Et parfois, c'est de remettre en question ces limites et d'y aller avec le tempo de l'équipe et de l'entreprise. Je vous invite aussi à expérimenter à différentes échelles, autorisez-vous à faire des pilotes, à faire des expérimentations, à faire des laboratoires, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, nous permettre d'ajuster, puis accompagner. Former, accueillir, écouter, évaluer, ajuster. Donc ça permet vraiment de pouvoir bâtir et construire quelque chose en toute sécurité. Puis les clés du succès, on l'a dit, c'est l'audace, oser faire ensemble, oser innover, oser se tromper. Donc
Donc, j'ai envie de requalifier ça, oser apprendre, parce que ça fait partie du processus, et aussi oser être vraiment soi, parce qu'on ne peut pas mettre en place des innovations, c'est difficile de progresser dans une organisation quand on s'autorise pas à être pleinement soi-même, en s'autorisant à être pleinement soi-même dans son organisation, ben, on ouvre des espaces à de la transformation et au dialogue, et aussi on crée des mouvements où est-ce que les employés, où est-ce que les gestionnaires s'autorisent de plus en plus à être eux-mêmes. Donc, je vous dis, osez, soyez vous-même. Donc, je vous amènerai à venir indiquer sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous osez être vrai dans votre organisation. Puis là, c'est anonyme. Donc, donnez la vraie réponse. Comment vous osez être vrai dans votre organisation, sachant qu'on l'a vu, il y a plein de contextes actuels contextes présents dans les organisations, parce que bah, parfois on va s'autoriser dans certains cadres. Moi, je me suis beaucoup autorisée à être vraie avec les membres de mon équipe que j'aimais profondément, et parfois, ben, je me suis empêchée d'être vraie avec d'autres personnes, à tort ou à raison. Mais bien honnêtement, tu sais, il y a un travail personnel à faire sur soi, et on ne s'autorise pas tout le temps à être 100% soi-même. Donc, je vois qu'on a une moyenne de 7, donc globalement, avec des pics aussi à 8, à 9, à 10. Donc oui, on se garde toujours une petite gêne, j'ai envie de dire, d'être pleinement soi-même. Puis des fois, ben, c'est une gêne par rapport à nous-mêmes, des questionnements sur, OK, mais être pleinement moi-même, ça veut dire quoi? Et des fois, ben, c'est aussi dans des contextes organisationnels qui nous offrent peut-être pas une sécurité où est-ce qu'on s'autorise à être pleinement soi-même. Donc, des fois, il y a une partie qui vient de l'extérieur, puis des fois, il y a une partie qui vient de nous. Donc, merci pour partager ce bout-là. Puis, j'aimerais ça maintenant vous inviter, euh, peu importe le score de ce que vous avez pu mettre, c'est quoi votre plus grand frein? Puis, j'appellerais votre frein aussi votre peur à être pleinement vous-même au sein de votre organisation. Donc, je vous laisse répondre à cette question-là. Le jugement. Hmm. Je vais laisser les mots apparaître. Je vois la peur du rejet. Hmm. Dans les organisations, de se dire, mais est-ce que si je suis moi-même, est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Est-ce qu'on va continuer à me proposer des projets? Est-ce que je me fais confiance? Le syndrome de l'imposteur, je l'ai vu passer tantôt. Est-ce que je vais déplaire? Est-ce que je vais perdre ma crédibilité, en fait, si je pose une question, et si je remets en cause une manière de faire? Est-ce que je vais avoir une étiquette? Donc, est-ce qu'on va me taguer? Est-ce que du coup, je vais perdre en crédibilité? La peur de blesser aussi, donc de se dire, ah, ben là, si je suis pleine en moi-même, donc comment j'arrive à m'exprimer sans blesser l'autre? Good. Se respecter, le temps aussi, des fois, la peur le fait d'être critique envers soi-même. Donc, il y a plein de raisons. Donc là, vous prenez conscience que, écoute, des fois, on s'empêche d'oser, on s'empêche d'être soi-même, puis derrière, bah, il y a quelque chose qui nous bloque, il y a une raison, il y a un besoin qui apparaît, qui apparaît sous-jacent. Euh, Écoutez, j'ai envie de dire, bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. On a tous ces éléments-là, en fait, et je vais vous parler des facteurs de stress dans notre monde actuel. En fait, Sonia Lupien, par l'amour du stress, parle de 4 facteurs dans notre stress, dans notre mode contemporain. Donc, elle utilise un acronyme qui s'appelle le CINE. Donc, l'absence de contrôle. Donc là, quand on ne peut pas influencer une situation, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas décider ou agir, forcément, le stress augmente. Des fois, c'est l'imprévisibilité. On a parlé du monde VICA, des surprises, des changements soudains, l'information qui est floue. Et là, ben, la peur, elle s'active. Des fois, ben, c'est la nouveauté, une nouvelle situation, une nouvelle expérimentation, un nouveau poste. Et là, on se met à douter de nos compétences, est-ce que si je pose une question, je vais avoir l'air que et les gens vont se rendre compte que finalement, ils n'ont pas embauché la bonne personne. Je suis sûre que ça vous est peut-être arrivé de vous poser ces questions-là. Et parfois, ben, l'ego menacé, en fait, c'est nos compétences, notre image qui peuvent être mises en question. Puis notre cerveau, en fait, il réagit comme si on était en danger.
Donc Sonia Lupien, elle utilise l'image du gros mammouth pour illustrer un peu la réaction qui se passe dans notre cerveau. C'est que face à ces 4 facteurs-là, notre cerveau qui n'a pas atteint, c'est comme si notre cerveau avait évolué moins vite que le monde. Ben, notre cerveau, il se met en action et émet des réactions qui s'apparentent comme quand on était devant un gros mammouth et on se sent en danger, comme danger de mort, comme si on était devant un gros mammouth. Puis, comment réagit le corps face au stress? Je ne vous ferai pas une grande dissertation parce qu'il y a des scientifiques qui vous feraient ça bien mieux que moi, mais je vous ai mis un peu cette réaction en chaîne. Le cerveau, il détecte le danger, il envoie un signal à la glande qui lui fait un cocktail d'hormones, l'adrénaline, le cortisol, et là, se met dans notre corps une réaction en chaîne. Le foie, il se dit, OK, je vais produire de l'énergie, et la pression sanguine, le rythme cardiaque qui s'accélère pour pouvoir courir vite. On transpire, la vision, elle devient vraiment en tunnel, la digestion ralentit. Donc, quand vous sentez des changements dans votre corps, de stress qui s'accélère, ben, en fait, tout simplement, c'est que c'est une alarme pour vous de dire, oh là là, mon Dieu, c'est quoi dans le ciné que j'ai activé? Est-ce que vraiment j'ai pas de contrôle? C'est-tu imprévisible? Comment j'amène cette nouveauté-là? Et en fait, ces réactions, ils sont vraiment très naturelles. Euh, j'ai envie de vous dire, soyez très connectés à votre corps parce que votre corps vous parle. Donc, utilisez ce que votre corps vous dit pour voir, oh là là, il y a une situation à laquelle je dois porter attention. Et face au stress, en fait, nos stratégies de l'ego nous amènent à fuir, à figer, à se battre. Donc, en gros, la réponse physique émotionnelle, ça va être une réponse qui est vraiment pilotée par le cerveau reptilien et c'est une réponse qui est normale pour nous protéger. Donc, on va, par exemple, éviter une situation, se détourner d'un problème, on peut complètement paralyser. Donc, des fois, on dit, dernièrement, je coachais une gestionnaire, puis elle me disait, quand je suis avec le comité exécutif, je me sens complètement paralysée, j'arrive plus à écouter, j'ai l'impression d'être bête. Donc en fait, ben, non, vous n'êtes pas bête, non, vous n'avez pas de problème auditif. En fait, c'est votre réponse au stress, puis c'est de comprendre, ok, qu'est-ce qui a activisé ce stress-là et comment j'en prends soin. Puis des fois, ben, vous avez des réactions qui sont vers se battre. On confronte, on résiste, on s'oppose. Ces réactions, elles n'est pas bonne ou mauvaise, c'est vraiment des mécanismes de défense. Elles ont une très grande volonté de venir nous protéger, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles et nos milieux professionnels. Donc, j'aimerais vous inviter à venir à cette étape-ci, vous dire de manière spontanée, parce que vous le voyez, des fois, il y en a plusieurs qui s'activent, des fois, dans certaines situations, on va utiliser l'une ou l'autre stratégie. Prendre un temps et réfléchir, c'est laquelle la stratégie qui, de manière peut-être plus spontanée, c'est va être celle que j'active. Je laisse rentrer les résultats avant de commenter. Merci pour votre participation. Donc, on voit, on est bientôt à la moitié des répondants. Donc, ça commence à être pas mal statistiquement significatif. Se battre. Je ne vous cache pas que en organisation, on entend beaucoup des langages qui sont liés à cet aspect-là. J'ai dû me battre, je dois me battre, faut que je me batte pour faire passer mon point. Et dans nos systèmes de gestion aussi, c'est des modèles de leaders qui ont été beaucoup mis de l'avant, hein, des personnes qui allaient au combat, qui allaient confronter, des go-getters, comme on dit, donc en anglais. Donc, effectivement, on va avoir des fois tendance dans nos organisations à utiliser ces stratégies-là. Des fois, on va juste figer et donc on se dit, mon Dieu, je vais juste arrêter. Ben, la fuite, une situation qui ne nous va pas, on va changer de job, on va aller beaucoup plus loin. Ça a des conséquences, ces stratégies-là ont des conséquences sur nos communications parce qu'en fait, chacune de ces stratégies, fuir, figer, se battre, il y a au moins 10, 15, 20 manières dont ça peut se matérialiser dans notre quotidien. Je vous ai isolé là à l'écran les stratégies qu'on utilise quand on communique. Donc, juste celles quand on communique. Donc, par exemple, fuir, on va venir minimiser. Ah, mais non, mais c'est pas si grave, le projet n'a pas passé, c'est pas si grave. On va dire rationaliser, trouver des arguments rationnels qui expliquent que telle décision ou pas d'autre décision. On va venir parfois même changer de sujet, faire de l'humour. Donc,
comment on arrive à amener cette dose d'humour-là dans nos rencontres pour alléger la conversation, mais aussi pour changer de sujet. Parfois, dans Figé, on va venir focaliser de manière excessive intérieurement. Comment je me sens, j'ai dit ça, on se rejoue l'histoire, on se rejoue ce qu'on s'est dit, on se rejoue ce qu'on aurait dû dire, on y pense. Voilà, c'est une manière de figer, d'être dans la focalisation intérieure excessive, surtout quand c'est vient de la peur, pas dans une volonté d'apprendre. Et ça, je vais faire une distinction. On va se retirer socialement. On a combien de personnes qui arrêtent de parler en réunion ou qui s'isolent en fait, qui font du 9 à 4 et qui s'en vont. Des fois, on a même le blocage de la parole, qui se battent par la confrontation, les critiques, la colère, puis même la rigidité des opinions. C'est comme ça, on utilise vraiment le pouvoir formel. Mais ça a des conséquences sur nos communications. Est-ce qu'à cette étape-ci, est-ce qu'il y a des questions, Karine? Je t'interpelle. En fait, Stéphanie, on a une intervention de Geneviève qui disait « J'aurais pensé que le retrait social serait associé à la fuite. » En fait, ça peut des fois faire partie des retraits. Le retrait social peut faire partie de la fuite et ça peut aussi être dans figé. Donc, on a vraiment ces deux aspects-là. Si, par exemple, le retrait social, c'est que je suis en réunion et on voit des choses comme ça où est-ce qu'il y a des gens qui sont en réunion, qui quittent, puis qui reviennent. J'avais aussi une leader dernièrement qui me disait, je me sentais tellement stressée que des fois, j'étais obligée de sortir 2 fois de la réunion pour juste ventiler et revenir. Donc ça, on est vraiment dans une question de fuite. Puis le retrait social figé, c'est des personnes qui vont complètement s'isoler. Ils viennent plus au 5 à 7 parce qu'en fait, ils sont plus capables d'exprimer pleinement. Ils ont tellement peur de s'exprimer qu'ils vont figer. Donc, c'est des stratégies qui peuvent toucher de volets. Donc, merci pour votre question. C'est tout à fait à propos. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions comme telles, mais on a des belles interventions. Là. Je crois qu'on utilise plusieurs mécanismes par étape dans certains cas. Puis aussi, parfois, se battre n'est pas toujours la bonne chose à faire. Exact. Des fois, en fait, c'est de quelle place ça vient. Par exemple, on voit chez certains leaders une réactualisation de la notion de justice. Parce que là, pour eux, la justice, on va se battre pour la justice, mais la justice, c'est une balance. Donc, comment on arrive à avoir une justice apaisée? Donc, ça demande aussi de venir parfois réactualiser certaines valeurs qui nous ont été acquises ou qui nous ont été utiles. Donc, effectivement, des fois, on va venir activer même plusieurs stratégies dans une seule et même rencontre. Je vais continuer parce que je veux vous parler on a vu comment notre corps et notre cerveau réagissaient face au stress, comment on active des stratégies de fuite, de fuir et de se battre. Mais je veux qu'on revienne à l'échec parce qu'en fait, notre posture devant un échec peut nous amener à aborder l'échec dans une certaine forme de peur. Et quand on est dans la peur, on peut aborder des rôles de manière parfois inconsciente. Je vous ai mis à l'écran le triangle dramatique qui a été créé par Cartman en 1968. Et il explique que parfois, quand on est dans la peur, on utilise l'un ou l'autre des rôles. Et effectivement, on peut aussi rouler dans ces rôles-là. Donc, par exemple, on peut utiliser le rôle de victime. Je me sens impuissante, je suis incomprise, je cherche à être sauvée. Parfois, le rôle de victime peut être lié à justement une figée. Donc là, on se dit, là, c'est pas de ma faute, on m'avait pas donné les bonnes balises. Donc là, c'est vraiment cet aspect-là de se sentir impuissante. Puis qu'est-ce qu'on va penser de moi? Puis des fois, on va adopter un rôle de sauveur. Donc, on veut aider à tout prix, parfois être sans solliciter. Et cet objectif-là, des fois, on va dire tenter de sauver la victime, tenter de sauver le projet, tenter de sauver même l'organisation. Et c'est une manière parfois d'éviter nos propres problèmes. Donc, tu sais, des gens qui se surinvestissent avec la cape dans chacun des projets qui apparaissent, des fois, c'est des postures de sauveur qui peuvent amener. Et des fois, on va adopter une posture de persécuteur. C'est ça n'a pas bien été fait, c'est pas moi, c'est l'autre, on va venir imposer. C'est plus lié à la posture de se battre. L'idée à travers ça, c'est de mettre des mots sur nos dynamiques relationnelles, reconnaître les rôles qu'on peut jouer parfois, puis comment se sortir de certains automatismes pour aller vers des relations beaucoup plus conscientes. Donc, vous allez voir un peu que c'est pas
une fatalité d'être dans ces rôles-là, mais parfois, ben, moi je le vois. Je vais être très honnête, même à la maison. Jadis naguère, quand mon garçon faisait ses devoirs, et je pouvais avoir le rôle de persécuteur, il faut que tu fasses tes devoirs. Mon mari pouvait jouer le rôle de sauveur, ok, laisse faire, je vais le faire. Mon fils pouvait jouer le rôle de la victime. Non, et ça tournait. Et à un moment donné, j'avais cette discussion-là avec mon garçon, puis il me dit, mais en fait, maman, c'est pas moi la victime, c'est toi, parce que moi, je te persécute en faisant pas mes devoirs, et toi, pendant ce temps-là, bah, tu peux pas faire ce que t'aimes, donc t'es plus de victime. C'était très drôle et c'était magnifique venant d'un enfant de l'âge de 7 ou 8 ans, parce qu'en fait, oui, on roule à travers ces rôles-là quand on est pogné dans le triangle dramatique. Et l'idée, c'est de se dire, OK, mais en fait, de quoi j'ai peur? Moi, j'avais très peur qu'il échoue. Cette peur-là est activée, ça m'a amené à jouer dans ce triangle-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un autre triangle qui a été travaillé par David Emerald et qui est une alternative. Il appelle ça le triangle de l'empuissancement, c'est-à-dire que quand on dépasse notre peur et qu'on travaille sur la confiance, ben là, on peut venir changer notre rôle. Donc, en fait, la victime qui se sent impuissante, elle va être amenée à prendre la responsabilité de ses actions. OK, là, ça n'a pas marché. C'est quoi qui me revient et comment je vais apprendre différemment? Le challenger, lui, ben, il va inviter à la croissance, il va confronter avec respect, il va stimuler le dépassement de soi, de dire, OK, si on regarde les choses, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Donc, dans nos conversations courageuses, on va se dire, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Puis challenger peut-être des choses qui allaient bien par le passé et qui ne le sont plus. Et le sauveur, ben, il va adopter une posture de coach, c'est-à-dire il va venir soutenir sans prendre le contrôle, poser des questions puissantes, favoriser l'autonomie. On parle beaucoup du leader coach, ben, c'est d'amener ça à éviter combien de fois dans nos organisations, nos gestionnaires et peut-être même des employés, ils se posturent, mais là, attends, je vais le faire, puis je vais prendre le dossier, puis là, on se retrouve avec un épuisement parce que la personne, elle a tellement voulu patcher à tous les problèmes pour parfois pour gérer ses propres insécurités. Et bah, c'est comment aussi on amène à adopter cette posture de leader. Le triangle de Cartman, c'est vraiment changer notre posture dans nos échanges, donc sortir de la peur pour entrer dans la responsabilité, renoncer aussi au contrôle pour entrer dans une certaine forme de co-création en équipe, puis aussi écouter avec curiosité et sans jugement. Donc des fois, on a l'impression, tu sais, juste de prendre quand cette personne parle de ça, elle ne parle pas de moi, elle parle d'elle. Et qu'est-ce que ça veut dire de son propre besoin? Qu'est-ce que cette crainte-là? Puis des fois, ça m'est arrivé de dire, mais finalement, tu as besoin de quoi? Ah mais non, mais j'ai juste besoin que tu m'écoutes. OK, tu veux que je t'écoute? Parce que moi, dans ma posture, je pourrais utiliser facilement une posture de sauveuse. C'est pas pour rien que dans mon métier, je suis coach. Je l'ai beaucoup expérimenté, cette posture de sauveur-là. Ben là, maintenant, j'ai compris que des fois, ben non, c'était juste de l'écoute. C'était juste de poser des questions pour l'amener à comprendre qu'est-ce qui vivait en tête. Donc, le changement de posture, il est vraiment essentiel pour avoir des conversations courageuses. Donc, je vous invite à prendre conscience de ces changements de posture-là. Maintenant qu'on s'est dit ça, comment on ait des conversations courageuses? Ben, vous l'avez compris, la première étape, c'est de faire baisser votre hormone du stress. Quand on a peur, quand notre système est activé, c'est pas le temps d'avoir des conversations parce qu'en fait, il faut revenir, moi, ce que j'appelle le point zéro. Sinon, bah, on va adopter la fuite, se battre, figer, tomber dans le triangle. Donc vraiment faire baisser les hormones du stress. Comment on fait ça? La méditation, la course, aller marcher, prendre du recul, dire hey, je sens qu'on va avoir besoin de revenir sur cette situation-là, puis je te propose de prendre un temps de qualité ensemble. Donc ça permet aussi de faire baisser l'hormone du stress, de prendre un recul, d'aussi de comprendre c'est quoi l'histoire qu'on se raconte. OK, là, elle m'a pas vraiment dit ça, pourquoi elle m'a dit ça? Discerner le besoin. Tu sais, est-ce que j'ai besoin de parler en fait finalement? Est-ce que finalement, comment j'ai besoin de revenir sur cette situation-là? Et si on décide que oui, c'est important de revenir sur cette situation-là, se préparer pour intervenir, nommer à l'autre ce qui est important pour nous, puis agir avec confiance et écoute et ouverture. Parce que quand on nourrit le lien, c'est là que la confiance se bâtit et qu'on arrive à faire évoluer nos relations. Donc, qu'est-ce que je vous invite à retenir de ce webinaire-là? Parce que je vais laisser un petit temps pour des questions. Je vous invite à retenir que l'authenticité, c'est une clé en innovation managériale. Il n'existe pas de modèle parfait. Je vous invite à, si vous souhaitez repenser vos organisations, je vous invite à penser à un modèle qui vous ressemble, et j'ai envie de dire un vous aux deux sens. Un vous individuel, un modèle qui vous ressemble comme humain,
et un vous collectif, un modèle qui vous ressemble comme organisation. L'innovation managériale, elle ne peut pas se faire si on n'ose pas se questionner, si on n'ose pas expérimenter. Il n'y a pas d'innovation où il faut être en mesure d'oser et de faire un petit pas en avant. L'innovation aussi, ça passe, si on veut un changement, une transformation durable, ça s'implique une implication, une co-construction, un accompagnement des ajustements. On ne peut pas faire d'innovation individuellement. Oui, il peut y avoir une voix d'un leader qui se dit j'ai envie de le faire différemment, mais il faut s'asseoir avec les équipes et accompagner. Il n'y a pas d'innovation managériale quand on est un auto-entrepreneur, c'est nous avec nous-mêmes. Donc, tu sais, l'organisation, elle est grande et elle demande une implication. Ça peut paraître évident, mais des fois, ce qui est évident de dire, je ne veux pas le faire, mon moi Inc., je ne vais pas me changer, comme auto-entrepreneur, je ne vais pas changer, mais quand on est dans une organisation, on travaille avec des humains. Donc, il faut être en mesure de changer avec des humains. Ce que je vous invite à retenir dans les conversations courageuses, la première conversation courageuse à avoir, c'est avec vous-même. Donc, avoir une conversation courageuse avec vous-même, c'est comprendre qu'est-ce que je me suis dit. Est-ce que mon émotion, qu'est-ce que cette émotion, elle dit de moi? Qu'est-ce que cette émotion, elle dit de mon besoin? Comment je peux nourrir mon besoin différemment? Comment je peux honorer mon besoin aussi? Il y a des conversations, pour qu'une conversation soit constructive, il faut qu'elle soit préparée. Puis aussi, il faut qu'elle soit sincère et alignée avec vos besoins, puis les besoins de la personne en face. Donc, tu sais, quand je parle de sincère, c'est que vos intentions, elles soient pures et que votre intention soit bonne. Et là, je ne parle pas d'objectifs. C'est pas avoir des objectifs clairs, pas uniquement. C'est moi, qu'est-ce que je veux ressentir dans cette rencontre-là? Qu'est-ce que je veux que l'autre ressente? Qu'est-ce que je veux qu'elle retienne de notre échange? Peut-être, des fois, c'est pas retenir la situation, mais retenir que cette relation-là, elle est importante pour moi et que j'ai le goût de la nourrir, que cette relation professionnelle est importante pour moi et que c'est important de collaborer, parce que la valeur de collaboration, elle est importante. Puis aussi, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'on décide à l'issue de cette conversation courageuse? Qu'est-ce qu'on convient ensemble? Donc, c'est vraiment en faisant toutes ces étapes-là qu'on arrive à avoir des conversations beaucoup plus enracinées et beaucoup plus présentes. Je vous invite aussi à oser être vous-même dans votre organisation, puis à oser faire ensemble, innover, vous tromper, c'est la meilleure clé pour naître de ces transformations. Donc, je vous remercie pour cette participation.